Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un grand plaisir d'avoir l'occasion de m'exprimer ici devant vous. Je vais vous présenter un exposé qui sera en apparence fort différent de celui de Bruno Canard, puisque je vais principalement m'appuyer sur des considérations en relation avec différents textes internationaux pour en examiner les implications. Mais je crois qu'il y a deux liens forts, en fait, avec tout ce qui vient d'être dit, ainsi qu'avec les remarques liminaires de Gérard Asqueri. Premièrement, M. Asqueri disait au début, en passant, que si les Français, selon les sondages, ont une confiance dans la science, ils ont une méfiance à l'égard des scientifiques, ou en tout cas à l'égard de certains d'entre eux, ou en tout cas, pour encore qualifier le propos, à l'égard de la possibilité que certains scientifiques, dans certains cadres institutionnels, puissent ne pas se comporter d'une manière conforme aux valeurs les plus hautes de la science. Et cette distinction entre la science et les scientifiques, on a besoin de la faire. Elle a un certain nombre d'implications qui vont en fait être assez proches du cœur de mon propos. Ensuite, ce qui était extrêmement intéressant pour le non-spécialiste dans l'exposé de Bruno Canard, hormis son objet spécifique en matière de virologie, était précisément à nouveau cette relation complexe, multidimensionnelle, qui mérite exploration entre la science entendue de manière un petit peu abstraite, comme un ensemble de compétences et de connaissances qui permettent de comprendre le monde et d'en manipuler des éléments, aux fins, y compris, mais pas exclusivement, de la production de technologies qui permettent d'en maîtriser des composantes. Et puis, la science vue comme un ensemble d'institutions, d'individus, de pratiques inscrits dans des circonstances particulières, des schémas réglementaires, des traditions intellectuelles, des formes institutionnelles et aussi, bien sûr, des engagements humains individuels qui peuvent, y compris, être politiques ou idéologiques, qui font que la science n'est jamais pure. Elle n'est pas simplement un rapport de l'esprit humain au monde, elle est un rapport institutionnel, pratique, organisé d'un ensemble d'humains avec toutes leurs qualités et leurs propriétés d'humains, à un ensemble de pratiques qui vise à produire des connaissances et à produire des capacités de contrôle ou de maîtrise d'au moins certains éléments du monde tel qu'il est connu par cette connaissance. Et finalement, c'est la même connexion, la connexion entre cette idée de la science comme mode de connaissance, cette organisation de la science comme manière de se rapporter au monde à travers des institutions, des pratiques, des compétences, des équipes et ainsi de suite, qui est en jeu dans les deux remarques et que je voudrais mettre d'une certaine manière au cœur de mon propos. Et pour ce faire, je partirai volontiers, je crois que c'est éminemment approprié dans le contexte de cette université d'automne, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont l'article 27, que beaucoup d'entre vous, je suis sûr, connaissent très bien, précise en son alinéa 1 que toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Voilà le cadre normatif, finalement, issu d'un contexte que chacun connaît très bien, le contexte des dévoiements de la science pendant la Seconde Guerre mondiale en particulier, mais également la destruction idéologique de la coopération scientifique internationale qui avait eu lieu dès l'entre-deux-guerres, là aussi pour des raisons historiques bien connues, qui a amené les États rédacteurs de la Déclaration universelle. Le premier rédacteur, vous le savez, était René Cassin, à formuler cette double ambition, que ce soit un droit humain pour toute personne, non pas pour des institutions ou des États, mais pour des personnes à titre individuel, à la fois de participer à la science et de bénéficier de ses bienfaits. Et ce qui est intéressant, bien sûr, c'est de comprendre le sens de chacune des deux parties, de l'affirmation, de l'aspiration, et aussi la relation entre les deux. En quoi participer aux bénéfices, aux bienfaits, se rapporte-t-il au fait de participer au processus de la science? Qu'est-ce que c'est qu'avoir le droit de participer à la science? Alors, il est frappant que ce droit, affirmé donc parmi les droits les plus fondamentaux en 1948 dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, n'ait pas fait l'objet
Force est de le constater, dans le droit international qu'on appelle parfois mou, le soft law, ce droit indicatif qui n'est pas assorti de mécanismes de contrôle et de sanctions, mais n'est pas moins du droit, souvent d'ailleurs inscrit dans le droit national des États composant les Nations Unies, à travers différents mécanismes de statut constitutionnel qui garantissent que les juridictions aient la capacité de s'appuyer sur ce droit international pour trancher des affaires en droit interne. Également, bien sûr, transposé dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui donne compétence à la Cour européenne à Strasbourg. Mais force est de constater néanmoins que comparé à d'autres droits, y compris dans le champ social et économique et culturel, ce droit à la science, comme on l'appelle parfois, est un droit relativement peu institutionnalisé, dont les implications pratiques tardent ou peinent à se construire. Comme d'autres droits issus de cette partie de la Déclaration universelle, et comme vous le savez fort bien, je pense, le droit à la science a été réinscrit et un peu formalisé dans le pacte de 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui à la fois lui donne un statut juridique renforcé, puisque c'est désormais une convention entre les États qui crée des responsabilités réciproques des États, et pas simplement une déclaration d'aspiration universelle, et d'autre part parce qu'un certain nombre d'éléments y sont précisés par rapport à la formulation très brève qui est celle de l'article 27 de la Déclaration universelle. L'article 15 du pacte précise, toujours avec ce dédoublement autour de la question de la participation à la vie culturelle et de la question de la science, ce qui suit, et le plus simple, je pense, c'est de vous le lire. Les États partis au présent pacte reconnaissent à chacun le droit de participer à la vie culturelle, de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications, et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Vous notez, dans cet alinéa 1 de l'article 15, que le bénéfice du progrès scientifique est réaffirmé, mais que le droit de participer à la science ne l'est pas, sans qu'on comprenne très bien la raison de cette omission. L'alinéa 2 précise que les mesures que les États partis au présent pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture. Troisièmement, les États partis au présent pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices. Et quatrièmement, les États partis au présent pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture. Donc, une différence intéressante par rapport au langage de la Déclaration universelle et un ajout intéressant qui est celui sur la liberté de la science et aussi des activités créatrices, avec une ambiguïté grammaticale mais aussi de fond que vous avez peut-être remarqué. Dans l'alinéa 3 que je vous ai lu tout à l'heure, il s'agit que les États s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices. Il n'y a pas de virgule après liberté. En d'autres termes, il y a des libertés qui ne seraient pas indispensables, sans qu'on sache si cette manière de rédiger l'alinéa a été pleinement voulue ou non. Ce n'est pas la liberté, virgule, qui est indispensable, c'est-à-dire une liberté qualifiée par sa contribution à la recherche scientifique, mais la liberté indispensable est elle seule à la recherche scientifique, d'autres libertés étant peut-être accessoires et n'étant donc pas défendues par l'alinéa en question. C'est un sujet qui prend une grande importance à l'heure actuelle, vous le savez, alors que les possibilités pour les scientifiques dans certains domaines de travailler, référence a été faite aux contraintes institutionnelles et politiques sur la virologie, mais c'est tout aussi vrai dans les sciences sociales et humaines. Et d'ailleurs, si on regarde les scientifiques qui sont en prison, ici et là dans le monde,
c'est en général des scientifiques issus des sciences sociales et humaines, dont les activités, peut-être parce qu'elles sont moins bien comprises par ceux qui surveillent les agissements des scientifiques, apparaissent suspectes, surtout quand il s'agit de recherches sur le terrain dans des domaines comme l'anthropologie, dont, presque par définition, les questionnements sont beaucoup moins cadrés et beaucoup plus difficiles à comprendre pour le non-spécialiste que des recherches dans les sciences de la vie ou dans les sciences physiques. Quoi qu'il en soit, ça n'est pas l'objet principal de mon propos ici, mais c'est un sujet actuel d'une grande importance. Tout cela a été, je le disais, très peu institutionnalisé. Nous ne savons pas bien aujourd'hui, du point de vue juridique, nous ne savons pas bien non plus du point de vue de l'action de la communauté internationale et des actions au niveau national qui lui sont attachées, ce que ça signifierait que de promouvoir le droit pour chacun de participer à la science et le droit pour chacun de bénéficier des bienfaits de la science. Mais un certain nombre de choses ont avancé ces dernières années avec des débats qui, là aussi, sont bien connus, que je me contente de rappeler. Premièrement, avec le débat sur la responsabilité dans la science, auquel Bruno Canard a fait allusion, en parlant notamment des possibles expériences qui tournent mal, voire des expériences qui, parce qu'elles ont le potentiel de mal tourner, n'auraient jamais dû être faites. Il y a eu tout un débat à ce sujet il y a quelques années en virologie, justement, à partir des travaux qui ont été mentionnés par M. Canard, sur la question de savoir dans quelle mesure on a le droit de publier les résultats de recherche euh, dont la connaissance largement diffusée pourrait permettre l'usage malveillant des informations scientifiques qui y sont contenues. Peut-on, par exemple, publier des éléments en relation avec le séquençage d'un pathogène, même si on n'a soi-même engagé aucune expérience visant à la production, à la reproduction ou à la diffusion de ce pathogène? Et il y a eu des questions extrêmement intéressantes qui ont été posées pour ce qui est des obligations des éditeurs à cet égard et des éventuelles obligations des organismes finançant la recherche de mettre des limites à la publication des informations susceptibles de faire l'objet d'un usage malveillant par des tiers. Ce qui implique en retour la question pour le scientifique individuel, a-t-il une responsabilité par rapport aux usages éventuellement malveillants qui pourraient éventuellement être faits par des tiers non identifiés des résultats d'une recherche conduite d'une manière parfaitement normale et sans la moindre intention ni application malveillante directe. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le problème de l'usage dual use des technologies qui sont disponibles pour des adaptations malveillantes, militaires ou terroristes, alors même que leur intention et leur forme initiale n'étaient pas de cette nature. Donc tout ce débat sur la responsabilité, qui englobe évidemment bien d'autres aspects, a fait surgir un certain nombre de questions sur la relation entre ce droit à participer à la science et le droit de bénéficier de ses résultats, avec en particulier une forme désormais très élaborée dans un certain nombre de domaines, c'est vrai notamment dans la recherche environnementale par exemple, de ce principe qui en arrive à exiger que l'engagement des parties prenantes, comme on dit, des stakeholders, dans la recherche, y compris au niveau de la conception des paradigmes et de la définition des méthodes, est une condition nécessaire pour qu'une recherche soit validée comme étant responsable, alors que, par contraste, le modèle traditionnel et un peu naturel pour beaucoup de scientifiques, qui est de faire le travail scientifique et ensuite discuter avec les populations, disons, pour aller vite, afin de vérifier l'acceptabilité de la recherche et les utilisations éventuelles de cette recherche pour les populations, puissent être vérifiées. Ces débats sont controversés. Il y a des scientifiques qui sont très réticents à admettre que les profanes aient leur place dans la définition des protocoles scientifiques et pas simplement dans la discussion sur l'application des résultats. Mais c'est un débat qui est vif et qui du coup fait surgir ces articulations complexes entre la science entendue comme corps de connaissance et la science entendue comme ensemble de pratiques institutionnalisées. Deuxième débat très vif, là aussi, celui sur l'ouverture de la science.
L'UNESCO, vous le savez peut-être, parce qu'il y a eu une procédure de consultation publique à l'été 2020 à ce sujet, est en train de travailler à l'élaboration d'une recommandation, qui est un instrument juridique d'un type un peu particulier à l'UNESCO, sur la science ouverte. La science ouverte étant précisément une science qui se définit par le fait que l'ensemble de ces rouages, de ces protocoles, ne sont pas réservés aux spécialistes, mais sont en principe disponibles à tous ceux que ça intéresse, y compris s'ils ne sont pas en mesure d'en faire usage averti. Cette question a été posée de manière bien connue et très visible sur les publications. La question désormais tranchée par beaucoup de grandes bibliothèques en Europe et en Amérique du Nord, euh, selon laquelle, ou le principe selon lequel les publications scientifiques financées par des fonds publics doivent être librement disponibles à la lecture de tous. Mais ce principe d'accès ouvert aux publications peut également s'étendre à la question des données, par exemple. Doit-on prévoir des formes d'accès ouvert aux données? La réponse émergente serait oui, mais avec des implications qui sont loin d'être évidentes. Ça va poser des problèmes techniques, ça va poser les problèmes de responsabilité que je signalais précédemment, puisque certaines données peuvent à juste titre être considérées comme sensibles, et ça pose évidemment le problème de la circulation d'éléments auprès de publics qui n'ont pas la véritable capacité de les comprendre. Le prix de l'ouverture, c'est aussi ça, avec du coup le risque, signalé Bruno Canard à juste titre, que nous soyons dans un cycle un peu fou, exponentiel, de complotisme et de désinformation, où l'accessibilité même des informations scientifiques en arriverait à détruire les conditions institutionnelles dans lesquelles la science peut se faire de manière sereine. Troisième débat émergent très important, celui autour de l'intelligence artificielle, précisément parce que ça désigne l'horizon de technologies où on a le sentiment que le développement élémentaire de la capacité technologique précède et de très loin la capacité à lui donner sens. Chercher un vaccin nouveau, ça peut impliquer des dangers et des risques, mais chacun comprend bien le sens de la démarche. En revanche, l'idée même d'une intelligence artificielle généralisée, qui est un fantasme, dont on ne sait pas si c'est techniquement réalisable, provoque des investissements massifs dans des programmes de recherche actuels, dont les conséquences ne dépendent pas forcément du succès par rapport à leurs intentions initiales. Qu'est-ce qu'on va faire advenir, en d'autres termes, dans cette recherche un peu folle et peut-être illusoire d'une intelligence artificielle généralisée, et comment peut-on, et c'est toute la difficulté, chercher des mécanismes pertinents à la fois scientifiquement et sociétalement de canalisation a priori d'un domaine de recherche dont on ne connaît pas l'aboutissement et dont l'objet même est mal défini. La tradition scientifique, c'est de, à ce niveau-là de définition de la science, laissons les scientifiques faire. L'exigence d'une science plus ouverte, l'exigence d'une responsabilité accrue, les soucis particuliers que provoque le développement de l'intelligence artificielle parmi les États, mais aussi parmi les populations, rendent difficile de simplement dire laissons les scientifiques faire et on reviendra dans 10 ans pour voir si les choses sont assez mûres pour être encadrées. Ça, c'est relativement nouveau du point de vue du débat public et ça pose un certain nombre de questions extrêmement importantes. Et d'ailleurs, dans ce domaine-là aussi, sur le même calendrier, peut-être certains d'entre vous dans vos fonctions ont vu passer la consultation publique à cet égard. L'UNESCO prépare une recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle qui, si elle est diplomatiquement validée, pourrait être adoptée par la conférence générale de l'UNESCO en novembre 2021, comme celle sur la science ouverte. Donc ces choses-là sont en train de bouger vite et d'une manière qui est extrêmement ambiguë. En effet, pour revenir au point de départ, permettre à chacun de participer à la science selon ses capacités, son rang, son grade, si l'on peut dire, puisqu'il est évident que tout le monde ne peut pas participer de la même manière à toutes les sciences. Monsieur Canard disait tout à l'heure que la biologie moléculaire est fragmentée au point où les spécialistes d'un champ de la virologie ne peuvent parler que de l'extérieur aux spécialistes d'autres champs
qui pour le profane pourrait apparaître très proche, tant la nécessité de la spécialisation scientifique produit des cloisonnements institutionnels qui sont au cœur même du succès de la science. Mais si chacun a le droit d'y participer, ça veut dire que ces cloisonnements doivent, d'une manière ou d'une autre, être surmontés. Mais par quelle procédure, par quel protocole, par quelles institutions peut-on créer les conditions dans lesquelles la parole des profanes puisse prendre sa place sans excéder la place qui, techniquement et scientifiquement, peut lui revenir? Ces questions ne sont absolument pas tranchées. Elles vont aller croissant à mesure que la défiance à l'égard d'une science fermée sur elle-même s'enracine dans la société. Et là, je reprends des éléments euh, mentionnés déjà par M. Aschieri et qui étaient au cœur du rapport sur ce sujet du Conseil économique, social et environnemental. Deuxièmement, à supposer même qu'on arrive à créer les conditions d'une participation de tous, équitable, pondérée, appropriée au rouage de la science, ce qui me rappelle que je dois revenir sur un point important sur l'accès ouvert aux publications, je le ferai dans un instant. À supposer même qu'on arrive à faire ça, quel est le lien avec le bénéfice affirmé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme que chacun a le droit de tirer de la science? Bénéfice qui est évidemment lié autant aux technologies issues de la science qu'à la science elle-même. Quelles sont les conditions, les critères, les exigences pour qu'on puisse considérer que chacun bénéficie d'une manière conforme à l'expression des droits humains? Cette question est très vive en ce moment s'agissant de la distribution du ou des vaccins permettant d'immuniser contre la COVID-19, avec une aspiration très claire à ce que les moyens de vaccination, éventuellement pluriels et distingués selon le niveau de risque des groupes à vacciner, ainsi de suite, seraient disponibles pour les populations qui n'auraient pas les moyens de payer le prix de marché habituel d'un vaccin qui rémunère la propriété intellectuelle de celui qui l'a produit. Ce débat n'est pas clos, il se passe y compris au niveau des institutions des Nations Unies qui n'ont pas de capacité de contrainte en la matière, il se passe aussi dans d'autres instances politiques comme le Conseil européen ou le G20, avec une incertitude quant à la capacité de répondre pleinement à l'aspiration d'un accès véritablement équitable aux moyens prophylactiques en l'occurrence, mais la question se pose également tout autant pour ce qui est des moyens thérapeutiques. Le cas antérieur du VIH-Sida a montré à la fois la possibilité de trouver des solutions à cet égard, mais des solutions qui ont toujours été inscrites jusqu'à présent dans des rapports de force liés notamment à la capacité de fabrication de médicaments dans des pays comme l'Inde, qui ont finalement créé les conditions où, plutôt que d'être piratés, les détenteurs de propriété intellectuelle ont admis des formes économiques un peu innovantes de production et d'autorisation de leur licence. Ces rapports de force ne garantissent pas, par leur nature, puisque ce sont des rapports de force qui peuvent être biaisés au bénéfice de ceux qui en ont, que chacun ait un accès véritablement équitable. Ça va donner accès à certains dans des conditions favorables, mais pas à tous. La question de l'Afrique est évidemment au cœur de toutes ces questions, puisque c'est le continent où, de manière notoire, et malgré les efforts qui ont été faits par l'Union africaine, par l'aide publique au développement, par les Nations unies, pour renforcer les systèmes de sciences, technologies, innovation en Afrique, l'écart entre ce que les institutions nationales africaines et d'ailleurs les institutions privées sont capables de produire par leurs propres moyens et les besoins des populations africaines reste criant. Et cet écart est peu susceptible d'être réglé par le type de rapport de force auquel je faisais allusion tout à l'heure, sauf bien sûr à travers la volonté potentiellement tutélaire de certains États sur l'Afrique qui peuvent les amener à une générosité fort intéressée dans ce domaine, comme d'ailleurs dans d'autres, comme les infrastructures, l'exploitation minière ou l'agriculture. Comment faire en sorte que
l'Afrique aussi puisse à la fois participer à la science et bénéficier de ses résultats. Et de ce point de vue-là, je reviens un instant sur la question des publications, qui peut apparaître mineure, mais qui est, je crois, symboliquement importante et qui a des conséquences institutionnelles et pratiques elles-mêmes importantes. L'accès ouvert aux publications, dans le modèle qui a émergé ces dernières années en Europe et en Amérique du Nord, c'est la possibilité pour n'importe qui de lire n'importe quoi, mais pas la possibilité pour n'importe qui, sous réserve de contrôle qualité, de publier n'importe quoi. En effet, l'accès ouvert au lecteur est équilibré par la rémunération de celui qui supporte les coûts de production de la publication, par des droits de publication, des publication fees, une facturation de la possibilité d'être publié. Pour les scientifiques bien dotés de l'hémisphère nord au sens large, ce coût de publication, qui est typiquement de l'ordre de grandeur de 3 000 euros, est absorbé dans les financements de la recherche et finalement n'est qu'un coût parmi d'autres. On doit acheter des fournitures de bureau et on doit payer son droit de publier dans une revue réputée. Pas de problème particulier. Qu'en est-il pour les scientifiques moins bien dotés? Ceux qui entrent dans la profession sans être attachés à une puissante équipe de recherche. Ceux qui ne sont attachés à aucune institution, mais qui ont peut-être de très bonnes idées à faire valoir. Ceux qui sont dans des pays tellement peu dotés qui n'arrivent déjà pas à acheter les fournitures de bureau. Et pour qui 3 000 euros de frais de publication dans un journal de rang A est de fait une barrière à la participation à la science. Et là, entendons-nous bien, une barrière à la participation à la science pour des scientifiques. On ne parle pas là de la question de la place des profanes. On parle de la possibilité pour les scientifiques, quel que soit leur statut, de participer équitablement à la science. Alors, il y a d'autres modèles d'accès ouvert. Par exemple, le modèle qui a émergé en Amérique latine, qui est un modèle militant, géré par les universités principalement, et qui a permis la mise en place d'un écosystème de revues dans tous les domaines de la science, sans facturation de la publication et en accès ouvert. Mais l'Amérique latine a bénéficié d'une part d'un investissement véritablement militant des communautés scientifiques, d'autre part, bien sûr, d'un espace linguistique qui permet des gains d'échelle, une masse critique par rapport à la gestion d'un répositoire de publications en accès ouvert, adossé aux universités et à leurs bibliothèques et aux institutions publiques de la recherche, qui a une taille suffisante pour absorber un certain nombre de coûts qui seraient beaucoup plus difficiles à absorber dans un espace linguistique plus fragmenté. Néanmoins, l'existence de ce modèle doit nous rappeler que ce qu'on appelle en Europe le plan S, par exemple, n'est pas le seul modèle d'accès ouvert aux publications et que quand on revient au fondement des droits de l'homme par rapport à la science, on peut s'interroger sur la pertinence d'un plan comme le plan S de ce point de vue. Alors, et j'en termine par là, l'UNESCO, parmi ses instruments juridiques, a également une recommandation, elle déjà adoptée, à la différence des deux que j'ai évoquées précédemment, qui s'appelle la recommandation sur la science et les chercheurs scientifiques, qui a été adoptée en forme révisée par la Conférence générale en 2017, sur la base d'un instrument préexistant qui était tombé un petit peu en désuétude, et qui offre un cadre relativement simple et général pour l'ensemble des questions que j'évoque, en mettant dans le même texte un ensemble d'aspirations d'ordre éthique par rapport à la science, fondées sur le socle des instruments internationaux des droits de l'homme et des considérations sur les politiques scientifiques. Une recommandation, dans le jargon juridique de l'UNESCO, à la différence d'une déclaration, c'est quelque chose qui est adressé spécifiquement aux États. Mais à la différence d'une convention, c'est quelque chose qui n'est pas ratifié, c'est un instrument déclaratif. Donc un instrument déclaratif où la conférence générale de l'UNESCO, donc les États collectivement, dit à chacun des États individuellement, nous vous recommandons de faire ceci dans tel domaine,
et vous vous engagez à soumettre un rapport sur la mise en œuvre tous les 4 ans. Et donc, les premiers rapports seront rendus en 2021 sur cet instrument. Et j'espère, c'est en tout cas ce que nous faisons dans nos actions de plaidoyer, que les communautés scientifiques, dans leurs différentes expressions, seront bien associées à l'élaboration par les ministères des Affaires étrangères, en pratique, des rapports nationaux sur la mise en œuvre de la recommandation de 2017, afin que les failles et les difficultés soient prises en compte par le débat international. Ce dont nous n'avons absolument pas besoin, c'est un exercice poli où chacun se félicite de l'existence d'un instrument dont chacun reconnaît la pertinence. Ça c'est bien, mais ça ne sert à rien. La question c'est, peut-on repérer les points sur lesquels la réalisation de cette vision de la science fondée sur les droits de l'homme pose problème, et les problèmes seront parfois généraux, mais parfois très contextuels, spécifiques à tel ou tel système national de recherche, d'enseignement supérieur et d'innovation. Et à partir du repérage des problèmes, pouvons-nous imaginer des évolutions positives qui traitent ces problèmes? L'architecture de la recommandation est assez proche de l'esprit de mon propos dans son ensemble, puisqu'il s'agit d'articuler une affirmation sur la nature de la science pour le bien de l'humanité tout entière. Donc une vision éthique de ce que doit être la science. Deuxièmement, une affirmation assez détaillée sur l'importance de l'emploi scientifique dans le cadre institutionnel qui permet à la science d'être en pratique ce qu'elle aspire à être en théorie. En d'autres termes, pour le dire de manière très simple, pas de science sans scientifique. C'est sans doute pas une affirmation controversée, mais néanmoins, la transformation structurelle des institutions et de l'emploi scientifique pose un certain nombre de problèmes ici, et nous savons, pour prendre l'analogie d'un autre domaine, que nous avons de plus en plus un journalisme sans journaliste, et que ce journalisme sans journaliste pose des problèmes éthiques, déontologiques, de rapport au débat public, qui est au cœur de la marée de désinformation qui vient polluer aujourd'hui le débat public. Le journalisme sans journaliste, ça ne marche pas. Le modèle économique du journalisme met en péril le statut même de journaliste. De même, la science sans scientifique, ça ne marcherait pas. Et le modèle économique n'a pas mis en péril au même point et de la même manière le statut du scientifique, mais tout de même, il y a des pressions inquiétantes, notamment dans l'accès aux carrières scientifiques, notamment dans certaines parties du monde, qui méritent réflexion. Et que les États membres de l'UNESCO soient engagés à faire rapport périodiquement à la conférence générale sur la situation de l'emploi scientifique sur leur territoire est quelque chose d'utile, peut-être même de salutaire. Et troisièmement, cette recommandation est fondée sur l'idée d'une science responsable. Responsable au regard, y compris de ses usages sociétaux, ce qui pose toute une série de problèmes qui méritent une discussion publique où les scientifiques doivent être pleinement impliqués. Ça ne doit pas être simplement un débat des profanes sur la science, ça doit aussi être un débat réflexif des scientifiques sur la science. Quel est le contenu de cette responsabilité? À quel niveau doit-elle s'exercer? Est-ce qu'il en résulte des limites à telle ou telle activité scientifique et si oui, lesquelles? Je faisais référence tout à l'heure, mais en m'appuyant sur les remarques de Bruno Canard, sur le fait qu'il y a peut-être des expériences qui ne doivent pas se faire. C'est vrai en virologie, c'est peut-être vrai aussi dans l'intelligence artificielle. Mais qui est apte à juger des expériences qui ne doivent pas être faites? Quelle procédure doit-il y avoir pour que ces expériences soient soumises à examen et, le cas échéant, bloquées? Et puis, quelles sont les conséquences du fait de soumettre l'avancement de la science, non pas à la seule dictée de la curiosité, de la réponse à la littérature et de l'ambition personnelle, de la libido sciendi, pour prendre le terme imagé de Pierre Bourdieu, mais aussi à une sorte de contrainte extérieure qui, pour des raisons non liées à la dynamique interne de la science, viendrait en limiter les ambitions et les pratiques. Ces questions-là, je ne les tranche pas, ça n'est pas à l'UNESCO de les trancher.
En revanche, l'UNESCO a le mérite d'offrir un forum international pluriel, non contraignant, avec beaucoup d'expertise rattachée organiquement à l'organisation. Vous avez peut-être lu récemment l'édito dans Nature qui appelle à un renouvellement de la fonction scientifique de l'UNESCO à partir d'une nouvelle vision de la coopération scientifique pour le 21e siècle. Il est tout à fait intéressant que ce soit la revue Nature qui publie cet édito, qui est donc pas un article scientifique, mais une prise de position de la rédaction de la revue quant au rôle utile de l'UNESCO dans le monde et qui permettrait, ce forum qu'offre l'UNESCO, à partir de rapports nationaux dans leur diversité, de repérer des sujets sur lesquels on peut agir sur une base coopérative et concertée. C'est ça l'ambition pour 2021 et au-delà, et j'espère que ceux d'entre vous que ces sujets intéressent vont rester en prise avec ce processus de suivi de la recommandation, comme on dit bureaucratiquement, et surtout des suites à donner à ce suivi du point de vue des actions que l'on pourrait conduire pour que se réalise cette ambition de 1948, que chacun puisse participer à la science avec toute la différenciation de participation qu'implique le rôle, le statut, les qualifications de chacun, et que chacun puisse bénéficier des résultats de la science. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie au nom de tous les participants pour ce